Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme de choc, passionnée et aux yeux pétillants, j'ai nommé Delphine Genet. Bonjour Delphine. Bonjour Béatrice. Alors Delphine, ton titre officiel, c'est responsable du service formation et développement au sein des laboratoires Janssen. Alors j'ai plein de questions parce qu'on se le disait tout à l'heure, tu as plus de 20 ans d'expérience dans l'univers des labos pharma. Mais d'abord, j'aimerais faire un flashback rétrospectif et que tu me dises qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Alors, quand j'étais petite, j'avais pas forcément une envie un peu classique, maîtresse d'école, médecin, pas du tout. J'avais envie d'être une femme d'affaires. Alors, une femme d'affaires, ça faisait penser un peu dans ma génération, dans les années 80-90, cette image de la femme, tailleur, jupe, talons, avec sa sacoche, qui arpente les couloirs avec un pas décidé. Et en fait, quand j'y pense, c'était vraiment en référence à mon père qui avait justement, qui travaillait en entreprise, qui avait un poste à responsabilité. Et donc, très vite, j'avais envie, d'être avec des responsabilités. J'avais envie d'être indépendante, j'avais envie d'être autonome. Et je crois que c'est aussi mon éducation qui m'a donné ça, de me dire, et c'est comme ça aussi que j'ai eu des études spécifiques, c'est de pouvoir avoir le choix dans ce que je voulais faire et me donner cette possibilité d'avoir cette liberté. Ça, c'est très important, en fait, ce que tu dis, parce que quelque part, tu vois, je pense que les parents, ils ont un rôle fondamental dans le parcours, l'éducation. Et donc, toi, ce que je comprends, c'est que tu as eu un modèle familial où tu voyais ton père se lever le matin au boulot. Ta mère était indépendante aussi financièrement et il y avait son métier. Aussi, tout à fait. Et du coup, tu t'es dit, OK, moi aussi, je vais faire pareil. T'étais pas biberonné encore aux émissions comme Capital avec Emmanuel Chin sur les sagas entrepreneuriales ou ce genre de choses? Alors, Non, pas encore, parce que je crois que dans les années 80-90, c'était pas trop à la mode. Mais je sens que j'avais un peu cette âme quand même un peu d'entreprendre. Ouais. Alors, j'ai pas de carrière entrepreneuriale en tant que telle, mais c'est vrai, dans tous mes jobs, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de tester de nouvelles choses. J'aime beaucoup aussi ce côté approche projet, ce travail un peu collaboratif. Mais je pense que j'avais ça dans le sang. Et on va le voir, en fait, ça c'est un peu ton fil conducteur, effectivement. Tu es une femme d'innovation qui aime expérimenter, tester. Et j'ai envie de te poser une question parce que je me reconnais un peu dans ce genre de profil créatif, bouillonnant d'idées. Et parfois, l'école, c'est pas tout à fait l'environnement dans lequel tu peux tout de suite tout donner. Et comment ça s'est passé pour toi? L'école, finalement, plutôt bien passée, où finalement le cadre de l'école m'allait, mais avec ce côté un peu touche à tout. Donc, j'avais pas une matière où j'excellais, j'avais pas une matière où ça allait pas du tout. Est-ce que tu étais en éco? À l'époque, on appelait ça Non, ES, plutôt scientifique. C'est pour ça qu'on va voir la suite de ma carrière. Plutôt scientifique, mais quand même, l'éco aurait pu m'intéresser. Le littéraire, pas trop, même si aujourd'hui, j'aime bien écrire, j'aime bien communiquer. Mais à l'époque, la littérature, c'était pas forcément mon fort, mais pas non plus le zéro dans ces matières-là. Donc, très généraliste. Tu te spécialises quand même, du coup, dans les matières plutôt scientifiques. Ouais, okay. Pression aussi de la famille. Complètement. La voie royale. La voie royale, le choix. Toujours ce côté choix. Va plus haut, va plus loin. Tu auras le choix, justement, de pouvoir choisir après tes études. Parce que, des parents qui se disent, la filière scientifique, même si tu veux faire quelque chose d'économique, tu pourras toujours y retourner. Donc, toujours pousser vers le haut. Alors après, on peut se demander si c'était un choix. Mais bon, ça m'allait. Du coup, tu as le bac en poche. Et là, qu'est-ce que tu choisis? Et là, je choisis la filière pharmacie, donc la filière de la santé. À la fois une filière pas méconnue, puisque ma mère est pharmacien aussi. Et puis, dans la famille, il y a des pharmaciens. Et de l'autre, pourtant, j'étais un côté rebelle et je voulais surtout pas faire comme ma mère. Comme quoi, ils ont de l'influence quand même, nos parents. Mais parce que j'y voyais aussi dans cette filière pharmaceutique encore plein de possibilités. Parce que quand on a un diplôme de pharmacien en poche, on peut faire pas mal de choses. Et des choses qui me correspondaient. Parce que j'aime l'humain, j'aime la relation, j'aime la communication, j'aime agir. Et finalement, filière pharma, on pouvait être à l'officine, on pouvait être en industrie, ce que j'ai choisi finalement, on pouvait être à l'hôpital. Donc, il y avait encore, au bout finalement du tunnel de ces études, de ces 5 années d'études, encore un choix possible. Donc, le fait d'avoir toujours le choix, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime. Tu voulais vraiment avoir encore toutes les cartes en main et pouvoir te dire à la fin, OK, je choisis mon horizon. Exactement. Et donc, du coup, 5 années, la pharma, on sait ce que c'est, années d'études dures, on bachote, plein de choses à retenir. C'est quand même des années où le par cœur est encore très prégnant, on est d'accord? Ouais. Et donc, ensuite, tu arrives sur le marché du travail et tu fais tes débuts, du coup, tes premières armes au sein d'un très beau laboratoire Roche. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'on débute
dans l'industrie pharma? Est-ce qu'il y a un premier poste classique? On commence par quoi? On doit faire ses armes? En industrie pharmaceutique, à l'époque, et puis c'est encore vrai aujourd'hui, déjà, on fait souvent une spécialité complémentaire. Ce que j'ai fait, moi, c'était orienté du côté marketing. Et puis ensuite, on a notre stage qui fait que là, on met quand même un premier pas dans l'industrie. Et allez, on a une chance sur 2, une chance sur 3 de transformer l'essai et de passer en CDD, voire en CDI dans l'entreprise. Donc, c'est un peu par cette filière que je suis rentrée. C'est à la fois par le stage que j'ai eu finalement mon premier CDI derrière. Excellent. Et donc, tu commences par marketing, puis ensuite, ça y est, tu débouches sur ton bon contrat CDI qui rassure toujours les parents. Exactement. Et puis qui nous rassure nous aussi. Bien sûr, parce qu'on on dit va ça pas y se est, mentir. on est Premier rentré. salaire, ça y est. Premier salaire, Est-ce que- l'indépendance toujours, que j'ai ça en tête. Exactement. Tu t'es fait un petit cadeau pour ton premier CDI? Je crois même pas. C'est vrai? Non. Moi, j'avais craqué, j'avais acheté un scooter, une Vespa. J'ai dit, allez, ça y est, c'est la folie, tu vois. Même Ok, pas. C'est bon. peut-être mon côté un peu économe. Ok, je Mon note. éducation toujours. Je note. Et du coup, tu passes à peu près pas loin de 3 ans chez Roche avant de rejoindre du coup un géant suédois-britannique que j'ai nommé AstraZeneca. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que là, pour le coup, je crois que du coup, tu restes un petit bout de temps là-bas, pas loin de 5 ans. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai démarré chez AstraZeneca. Alors, quand on passe d'un labo à un autre, c'est vrai qu'il y a quand même l'étiquette un peu française, qui est de se dire, on va repartir sur quelque chose qu'on connaît. Donc, je repars sur le même métier chez AstraZeneca. Donc, je travaille au marketing. Puis après, je travaille dans les ventes. Donc, pendant 5 ans. Avec une petite particularité, pourtant, je n'ai rien... voilà, c'est un peu le hasard où je travaille dans les dom-toms, pour les dom-toms en tout cas. Donc aussi une expérience très enrichissante parce que souvent c'est la petite cerise sur le gâteau d'un laboratoire, ce chiffre d'affaires qu'on génère dans les dom-toms qui représente que 2-3% du chiffre d'affaires, mais justement qui nous donne l'opportunité de tester des choses parce que l'impact est moins grand, qui nous oblige aussi à être innovants, d'être peut-être plus simple aussi, d'être plus efficace parce qu'on a moins de moyens. Et c'est vrai, j'ai fait aussi des petits labos et ça donne ce côté aussi de trouver des choses par soi-même, de faire les moyens du bord, d'essorer les projets jusqu'au bout. Bien sûr. Donc, ça nous apprend aussi beaucoup de choses dans l'expérience. Et du coup, AstraZeneca, on était quand même sur une plus grosse structure. C'était quoi à l'époque? 80 000 collaborateurs à peu près, assez énorme. Et du coup, toi, tu étais basée en France. En France. C'est ça. Et du coup, ton rôle à l'époque, c'était... Donc, j'étais responsable marketing sur des produits en particulier en produits hospitaliers, donc notamment en oncologie, en néphrologie. Et ensuite, j'ai travaillé côté vente, où là, je m'occupais de toute une équipe qui était basée dans les dom-toms. Et donc, j'avais la responsabilité en termes de chiffre d'affaires, de management d'équipe. Et ça, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette particularité parce que tu es quelqu'un qui a à la fois du coup une expérience marketing, mais aussi une expérience de vente. Et ça, c'est assez rare. Et moi, je trouve que c'est des apports super forts ensuite parce que dans le monde du learning, on a aussi besoin de savoir marketer et on a aussi besoin de savoir vendre ses projets. Est-ce que c'est encore des choses sur lesquelles tu t'appuies aujourd'hui? Oui, clairement. Je pense que ça m'apporte 2 choses dans le learning. Ça m'apporte à la fois une connaissance des métiers de mon domaine. Donc, j'ai vraiment une vraie connaissance des besoins, des enjeux des métiers. Donc, très important pour nous dans le learning puisqu'on va chercher les besoins. Il faut comprendre un petit peu la réalité de leur quotidien. Et puis, c'est vrai que ce passage un peu vente, marketing, il y a ce côté, il faut communiquer, il faut convaincre, il faut influencer, il faut engager les collaborateurs. Et ça passe par, oui, de la communication, mais c'est aussi de la proximité, notamment avec les managers, et de la proximité aussi avec les apprenants. Et alors, toujours, je me dis que je le fais pas assez, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire sur cette partie-là. Et de l'autre, je l'intègre toujours dans mes projets et je fais le maximum, mais j'aimerais encore en faire plus, quoi. Vraiment, à la fois marketer l'offre, mais aussi engager les collaborateurs derrière. Oui, on va le voir, c'est vraiment 2 choses qui te caractérisent, ces 2 dimensions-là. Et du coup, après AstraZeneca, là, le mercato de l'industrie pharma est tel que c'est un mercato qui est quand même culturellement très mobile. Les talents bougent beaucoup d'un labo à un autre. Ça apporte aussi, j'imagine, beaucoup d'innovation. Tu arrives chez un géant japonais qu'on appelle Takeda, qui est là pour le coup un groupe ultra puissant avec des bureaux en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que tu fais ce step et que tu quittes AstraZeneca? Est-ce que y a une rencontre, une opportunité ou ça se fait comment? Là, je crois que j'avais envie
de sortir de l'étiquette que la France met. J'ai fait un début de carrière, donc plusieurs années côté Dom-Tom, donc côté export, et une vraie volonté de retourner vers le business France, d'avoir réellement un impact sur ma filiale, sur le chiffre d'affaires de ma filiale. Pas d'opportunité chez AstraZeneca à ce moment-là. Je venais de faire mon enfant, mon premier. Ça joue dans l'équipe. Et quand on rentre aussi d'un congé mat, on a envie que ça bouge, on a envie de nouveautés. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Et donc là, je me suis dit, ça avance pas assez vite chez AstraZeneca et j'ai envie de sortir de cette étiquette Dom-Tom et j'avais envie de retourner vers du marketing France. Finalement, je n'avais jamais fait alors que c'était quand même mon diplôme de base. Et là, c'est un peu le réseau, quoi, la cooptation de quelqu'un, d'une amie qui avait son ancien chef, qui avait un nouveau boulot, qui cherchait, etc. Et donc, ça a été vraiment une rencontre par hasard. Et que cette personne, finalement, elle m'a donné cette chance. Et je pense que c'est vraiment cette rencontre, la personne qui m'a permis de changer vraiment la trajectoire de ma carrière et qui a vu en moi un potentiel. C'est-à-dire que je ne correspondais pas concrètement au job dans les actions. Donc, j'avais le diplôme, etc. Mais je n'avais pas forcément l'expérience technique du job. Mais voyait en moi une expérience, peut-être des soft skills qu'il a vu en moi. Il a vu quelqu'un qui allait peut-être amener une pièce de puzzle dans une équipe déjà existante. Donc, il a vu plus loin que l'expertise technique. Et il a choisi de te faire confiance. Et il a choisi de me faire confiance parce que j'allais apporter quelque chose. Et même pour la petite histoire, j'avais postulé pour un job et en voyant mon profil, en me rencontrant, finalement, il avait 2 jobs. C'était un deuxième job qu'il m'a proposé parce que ça correspondait beaucoup mieux à mon profil. Et il ne s'est pas trompé. Et tu vois, ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, je crois que c'est très important de donner sa chance. Et tu vois, on le voit encore plus aujourd'hui quand, tu vois, on est en train de questionner aujourd'hui l'obsolescence des compétences dures, des compétences métiers. On dit qu'il faut vraiment miser maintenant plus sur la courbe d'apprentissage dans ses propres recrutements en se disant, voilà, peut-être que tu n'as pas tout de suite l'expérience ou les hard skills, ça s'acquiert. En revanche, ton envie, ton énergie, ta capacité à apprendre, ça, c'est les éléments clés. Exactement. Et je crois qu'il a été assez novateur parce que ça me fait référence à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la diversité des profils qu'on doit recruter, d'avoir des profils un peu différents en termes d'expérience, en termes d'expertise. Et moi aussi, je suis fondamentalement convaincue que l'expertise technique, elle va s'apprendre. Alors, oui, il faut une base, mais après, elle peut s'apprendre. Alors que les soft skills, il faut quand même un fond et il y a des choses qu'on va chercher dont on a besoin à un moment donné. Et je pense que cette personne que j'ai rencontrée vraiment a eu cette intuition peut-être, et je trouve qu'il a été novateur et assez pionnier, parce qu'à cette époque, c'était peut-être il y a 10-15 ans, on ne parlait pas de tous ces sujets-là, mais il a su construire, en fait. Il a dû créer un élément supplémentaire dans son puzzle, en ce qu'il voulait faire. Il s'est projeté. Et toi-même, aujourd'hui, tu arrives à te dire, OK, dans mes recrutements, je laisse sa chance au produit. Et alors, c'est pas toujours facile parce qu'on a tous des biais inconscients. Ouais. Après, ce qui compte, le plus important, c'est de s'en rendre compte. Donc, moi, je connais les miens. C'est bien, ça veut dire que tu as déjà ce travail sur toi. Et des fois, c'est des petites choses toutes bêtes. C'est quelqu'un où je vois un CV. Il habite dans mon quartier. Il a fait les mêmes études que moi. On a chacun des petits... Voilà. Et de l'autre, comme il m'a donné cette chance-là, j'ai l'impression que je me sens redevable de quelque chose. Je me dis, il m'a donné ma chance, à moi aussi de la donner à quelqu'un d'autre. Et voilà. Et comme ça a fonctionné avec moi, je me dis, ça peut fonctionner avec les autres. Donc, je suis vraiment attentive à ça, en fait. Et du coup, tu intègres Takeda. Et qu'est-ce que c'est, du coup, cette entreprise japonaise en termes de culture? Parce que du coup, il y a beaucoup de mystères. On sait que la culture japonaise en entreprise, on a tous lu Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement. Alors, Takeda, c'est quand même un groupe qui est partout présent dans le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Quelle est la... Alors, il y avait une culture assez forte. Alors, je me rappelle plus tous les items. Ça s'appelait le takedaïsme. Et donc, il y avait des sujets autour de l'éthique. Enfin, voilà, il y avait vraiment des cultures assez fortes. Après, en France, on était quand même assez éloigné du Japon parce que c'est une culture assez particulière. Mais en tout cas, c'était une culture où on avait vraiment les mains libres pour faire des choses, pour oser des choses. Et il y avait un grand respect, parce que les Japonais, il y a vraiment un grand respect hiérarchique. C'était pas forcément en France quelque chose de très hiérarchique, mais il y avait un grand respect dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on proposait. Ça, c'était vraiment clé dans cette entreprise. Et donc là, pour le coup, tu changes un peu de spécialité puisque tu te spécialises notamment sur des sujets comme la psychiatrie, le diabète.
Ouais. C'est ça? Au médical. Donc là, je passe au médical, Voilà, c'est ça. marketing, vente, médical. Et comment tu fais pour ensuite passer d'une spécialité comme ça à une autre? Tu bosses un peu tes sujets. Enfin, il y avait ta formation d'origine, bien sûr, mais tu t'actualises aussi, parce que c'est quand même sur des sujets ultra pointus et très complexes. Oui. Alors, moi, j'ai jamais été experte, donc je rentre pas très en profondeur. Mais par contre, je manageais des équipes. Ben, je me formais, hein, c'est clair. On passait par la case formation. À partir de formations qui nous sont données par l'Europe, et on a des modules de formation, voire on va carrément en session de formation sur les produits, sur les études, sur la pathologie. Donc oui, on y retourne. Et tu parlais de formation. Est-ce que c'est à ce moment-là que du coup, tu t'inscris à un parcours à l'ESSEC sur l'excellence et l'innovation? Tu te dis, OK, en plus de mon job, tu fais une formation. On a eu l'opportunité en fait en interne, donc c'était un peu un programme un peu de talent, de donner l'opportunité à des collaborateurs de chez Takeda. Je pense que ça s'était pas fait avant, de travailler sur des sujets qui étaient des sujets clés du moment pour l'entreprise et de nous faire plancher dessus parce que c'était des sujets qui intéressaient l'entreprise, et à la fois ils nous formaient. On était accompagnés par des professeurs de l'ESSEC. Donc ça crée une espèce de promo entre nous avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Et à la fois sur des sujets qui intéressent l'entreprise. Donc, c'est aussi de la visibilité, c'est aussi un projet à côté. Moi, ça me nourrit beaucoup parce que j'ai besoin de projets, que ce soit pro ou perso. J'ai besoin de projets, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de contribuer à mon organisation. Donc, ça faisait partie de ça. Et quelques années plus tard, du coup, tu es happé par un autre géant, un géant américain cette fois-ci, dont la branche du coup française est Janssen. Et là, comment se fait ce virage? Est-ce que pareil, c'est le fait d'une rencontre, opportunité ou... Réseau, encore une fois. Encore réseau, le pouvoir du réseau. On y revient. Réseau, cooptation. Et ce que je me disais aussi, c'est que peut-être que nous, femmes, on n'utilise pas trop ce canal-là du réseau et de la cooptation. Alors, je vais peut-être faire des clichés où je trouve que c'est assez masculin. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont encore un peu de la pudeur en disant, mais est-ce que c'est partie de mon job ou autre? Est-ce que j'ai le droit? Alors qu'en réalité... les mecs, ils étaient encore il y a 50 ans à l'Automobile Club ou au Cercle. Oui, au golf. Et ça leur posait pas de problème. Exactement. Ils n'ont pas attendu. Et donc, moi, c'est plutôt par des réseaux professionnels où je rencontre des gens. Et en fait, je suis toujours un peu dans mes postes quand j'arrive un petit peu au bout de 2-3 ans où ma courbe d'apprentissage, elle est en haut. Et c'est là que je me donne le temps, alors peut-être qu'il faut le faire avant, où je m'ouvre un peu mon réseau, j'ouvre un peu mes perspectives. Et c'est là que je rencontre, sans forcément le chercher, des gens d'autres horizons. Et puis, c'est quelqu'un que je connaissais depuis un certain temps. Puis un jour, un poste s'ouvre chez Janssen, elle m'en parle et je me suis dit... Et c'est vrai que Janssen, c'est un laboratoire que j'ai toujours eu un peu en cible parce que c'est un laboratoire, en tout cas d'extérieur, que je trouvais très investi sur le développement de ses collaborateurs, très investi sur les associations de patients, très investi sur des sujets... Alors aujourd'hui RSE, mais diversité, inclusion, enfin voilà, sur des sujets un peu en lien avec le monde qui évolue. Donc il y a eu différents sujets, je pense, avec les années, mais on est toujours un petit peu à la pointe. Mais c'est vrai que le côté développement de ses collaborateurs, le côté j'ai un poste aujourd'hui et demain je te donne la chance de pouvoir faire un poste complètement différent et OK, on te dit go parce que tu as du potentiel, on voit en toi des soft skills qui nous disent. Et les soft skills, ça peut être du potentiel, c'est des potentiels de leadership, c'est du potentiel de comportement relationnel. C'est plein de choses. Peut être plein de choses. La diversité de son expérience, notre capacité aussi à apprendre, ça fait partie, nous, des choses qu'on coche pour définir ce potentiel. Et il donne l'opportunité à des gens de pouvoir bouger. Et ça m'a tellement plu. Moi qui ai un peu la bougeotte, là ça me tu va t'es bien. dit, OK, c'était ton spot. Ouais. Donc, Janssen, bien connu. On va coller. Ça va coller avec la culture. It's a match. Et donc là, Janssen, bien connu notamment du coup pour récemment son vaccin, effectivement, contre le Covid. On en a beaucoup entendu parler de ton vaccin. Du coup, moi, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants parce que du coup, tu as bourlingué dans l'industrie pharma. On est aux années récentes de ta carrière. Et j'aimerais revenir un peu sur finalement cette industrie. Parce qu'elle est au carrefour de grandes transformations. Il y a des secteurs où, pour le coup, qui sont un peu moins chamboulés. Mais je trouve qu'il y a plusieurs choses qui caractérisent ce monde. Tu me corriges. Il y a d'un côté une vigilance accrue de toutes les autorités type FDA américaine qui sont là et qui vous scrutent et qui imposent du coup un rythme de compliance, d'audit. Oui. D'un autre côté, tu vas avoir la montée de tout ce qui est biotechnologie, la montée également des médicaments génériques aussi. Oui. Donc, c'est des grands chamboulements, je ne suis pas une experte, qui arrivent. Comment est-ce que finalement tu te dis aujourd'hui, voilà,
Cette industrie, elle a évolué et aujourd'hui, le learning est devenu super important pour vivre ces transformations. Ouais. Donc effectivement, on est dans un monde qui évolue beaucoup. Et puis, on peut ajouter à ça, il y a la compétitivité, il y a l'accès aussi de la mise à disposition des médicaments. Il y a le digital aussi qui est venu un peu chambouler aussi les interactions avec les professionnels de santé. Il y a l'accès aux professionnels de santé aussi qui est limité. Donc, on a ces sujets aussi d'interaction, pouvoir monter des partenariats ou travailler avec eux ou même interagir avec eux. Donc, c'est vrai qu'un énorme chamboulement. Et ce qui fait que le learning et le développement de façon générale est vraiment important. Alors, c'est vrai que chez Janssen, c'est une culture depuis de longue date, culture américaine, et on est vraiment acteur de notre développement. En tout cas, c'est ce que l'entreprise pousse, qui n'est pas totalement la culture française. Donc, un socle très fort autour du développement. Mais aujourd'hui, on voit bien que quels que soient les projets qui nous arrivent, donc à un niveau, on va dire, plus européen, sur des sujets opérationnels, d'excellence opérationnelle, de compétitivité, donc des sujets business, et bien à chaque fois, ça se raccroche aussi avec des compétences clés. Et qui dit compétences clés, dit peut-être gap de compétences et donc formation derrière. Donc on sent bien que la formation aujourd'hui devient un levier opérationnel d'une stratégie. Et ça, c'est vraiment un énorme changement. Et on voit bien que nos opérationnels, les personnes qui travaillent dans le business, aujourd'hui, ça fait partie de leur feuille de route. La partie développement, d'accompagnement fait partie de leur feuille de route pour les collaborateurs, et notamment les commerciaux ou même les marketeurs. Les métiers changent tellement, ça évolue tellement vite, ou alors il y a des attentes très fortes pour se différencier de la concurrence, que le learning, aujourd'hui, fait complètement partie de leur feuille de route et de leur stratégie. C'est génial. Et donc, tu vois, tu détaillais très bien cette transformation. Et donc, effectivement, le learning devient du coup un levier clé. Et toi, tu accèdes à ce poste, finalement, de boss, tu vois, de la formation au sein de Janssen. Comment tu organises un peu ta feuille de route? C'est quoi tes défis? Sur quoi tu concentres un peu ton énergie ou que tu as concentré un peu ton énergie ces dernières années? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, ce qui était important, notamment cette année, c'était aussi de vraiment se baser, vu qu'on est un levier opérationnel de la stratégie, de vraiment avoir une feuille de route et avoir vraiment une stratégie assez forte formative, et notamment basée sur les orientations stratégiques de formation. Alors peut-être que, et même nous, jusqu'à cette année, on le voyait plutôt comme une figure imposée, quelque chose d'obligatoire que l'on doit faire. Et on en a fait un exercice complètement stratégique cette année, pour lesquels on a vraiment découlé ma feuille de route stratégique. C'est-à-dire que ça a été une vraie discussion de collecte des besoins avec le comité de direction et leur manager qui était en dessous. Et ça a été aussi une vraie discussion avec le comité de direction de choisir nos axes stratégiques de développement. Là, je m'arrête sur ça parce que tu vois, tu disais, on dit que c'est très important maintenant que le learning soit connecté à la strate d'entreprise. Mais pour ça, ça veut dire que ton codir croit dans le learning. Et sans sponsoring fort, en fait, ce n'est pas possible. Il faut que tu aies des gens éclairés qui se disent « Ok, le learning est mon allié ». Toi, c'est quelque chose que tu avais en main. Tu disais « Ok, moi, j'ai des gens qui me soutiennent et je peux accéder à ces niveaux ». Ouais. Alors oui, et je pense aussi, cette année, ce qu'on a eu, c'est cette hyper connexion et proximité avec les RH. C'est-à-dire que le learning, finalement, s'intègre à la fois dans la roadmap de l'entreprise, mais aussi dans la roadmap RH. Et la roadmap RH est très liée avec la roadmap de l'entreprise. Donc là, déjà, un allié fort qui est côté RH. Et puis, comme on est dans une culture quand même du learning important, moi, je me rends compte même dans les objectifs de la filiale, il y a énormément de choses aussi sur les compétences. C'est marqué noir sur blanc qu'on doit aussi développer nos compétences, les compétences de demain. On doit aussi transformer nos pratiques. Donc, on est vraiment au cœur de ces sujets. Donc, vraiment une connexion très forte. Et oui, il faut avoir un support. Et on le voit aussi, notre PDG, par exemple, dans ce qu'elle a posé, dans ses valeurs, dans les drivers, sa raison d'être, il y a un pilier qui s'appelle grandir. Donc, il y a vraiment une volonté que les collaborateurs se développent et aussi un parcours de carrière divers, des expériences diversifiées. Donc, c'est vraiment... C'est très fort. Ouais, les planètes, là, elles sont alignées. Et j'aime beaucoup le mot grandir parce que, tu vois, pour moi, ça touche deux aspects. Tu peux évoquer à la fois la dimension un peu développement professionnel, mais aussi développement personnel. Et ça capture très bien un peu l'air du temps. Le fait qu'aujourd'hui, tes collaborateurs, bien sûr, ils veulent
booster leur employabilité, progresser dans leurs compétences, Complètement. mais ils veulent aussi, à titre perso, se sentir épanouis, quoi. Exactement. Et on a un souhait chez Janssen à la fois on veut que les collaborateurs se sentent bien chez Janssen, se développent et s'accomplissent professionnellement et personnellement. C'est vraiment aussi Super fort. cette ambition-là. Donc, en fait, tu as une directrice générale, donc Delphine Aguilera-Caron, qui soutient le learning, qui croit à ton pilier grandir. Je comprends que tu as une première phase un peu de sondage, aussi bien du codir finalement que des managers, où tu fais ta phase de collecte de besoins. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu définis une espèce de grand stream, des feuilles de route. Feuille de route, donc ouais, une roadmap un peu sur les grands sujets ou les axes stratégiques sur lesquels on va travailler dans l'année. Et donc, par exemple, ça va être des axes stratégiques autour du développement des collaborateurs. Et dans le développement des collaborateurs, on a des grands projets comme les formations médicaments, en tout cas l'accompagnement des collaborateurs terrain sur le côté hard skills, donc le médicament, et soft skills, la communication. On va avoir un pilier fort autour du manager, du management. Donc, on va accompagner en spécifique les managers. Et puis, on a un troisième pilier autour de tout ce qui est transformation. Donc, on est réellement là pour accompagner aussi les transformations d'entreprise, que ce soit des transformations culturelles, managériales ou autres, ou des transformations qui sont liées à de nouvelles compétences à acquérir. Et là, je pense spécifiquement en ce moment, on est en plein dans le sujet de l'omnicanalité. Et donc là, on a des grandes transformations qui touchent à la fois des gouvernances, des façons de collaborer, des façons concrètes, un peu hard skills de faire, mais aussi soft skills pour accompagner justement ces changements-là auprès de nos équipes. Et du coup, tu me disais, hein, tu touches des métiers différents, des expertises différentes. Comment tu fais? Est-ce que tu as un réseau en interne de gens sur lequel tu t'appuies? Parce que je crois qu'il y a un truc, moi, qui m'a marqué quand on a commencé à collaborer ensemble sur plein de projets. Tu arrives à fédérer des énergies, des gens qui viennent de métiers ultra différents, et ça marche. Je ne sais pas pourquoi, les gens sont à fond. Alors que c'est pas forcément dans leur job desk, tu vois. Oui. Pas forcément dans le fiche de poste. C'est quoi ta magie, et pourquoi c'est important, selon toi, d'aller réussir à agréger comme ça des énergies différentes? Alors, à la fois, je suis aidée par la culture Janssen, puisque nous sommes une entreprise très matricielle avec un niveau fort de collaboration. Donc, les gens aiment contribuer, les gens aiment mettre leur pierre à l'édifice. Donc, je surfe sur cette culture. Et puis moi, systématiquement, pour tous les projets de formation que l'on monte à notre niveau, donc ces gros projets de transformation ou de formation, on s'entoure toujours, on appelle ça des référents ou d'un groupe de travail avec réellement des opérationnels pour être sûr qu'on est sur le bon besoin, pour aussi collecter les use cases, pour que la formation, on s'assure que ça réponde bien à un bon besoin. Et puis, ils sont aussi de bons conseils sur peut-être une façon de communiquer, une façon d'aborder tel ou tel sujet. Donc voilà, moi, toujours important de prendre, parce que je prends toujours des bouts. Alors après, c'est moi qui décide au final, donc c'est moi qui vais arbitrer, avoir la décision finale. Mais j'écoute les bouts parce que je me dis, même dans des gens qui sont très réfractaires, je me dis, il y a toujours un grain de vérité que je vais aller chercher et que je vais peut-être intégrer, même que 20%, mais je vais quand même intégrer parce que je me dis toujours, il y a un petit truc qui gratte, il y a un petit caillou dans la chaussure, faut pas que je le mette de côté. Donc, j'essaye vraiment d'intégrer. J'intègre jamais en totalité tout. Parce qu'à un moment donné, ça fait sinon consensus mou. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Et je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais peut-être que c'est ma force, mais j'arrive vraiment à un moment donné à décider avec toutes ces informations-là. Et c'est moi qui décide et je leur dis. Mais je prends en compte différents éléments. Et là, du coup, dans les mois à venir, l'année qui vient, est-ce que tu as des défis, des choses qui te dis, tiens, ça j'ai envie d'expérimenter, j'ai repéré telle tendance que je veux tester, ou j'aimerais creuser tel sujet? Alors là, si, j'ai un sujet en ce moment. Donc là, j'ai repéré notamment le podcast learning. Donc là, c'est tester le podcast côté formation. Ouais. Donc j'ai un peu de réticence, entre guillemets, parce que là, je démarre un projet pour servir un projet d'entreprise qui est autour de la simplification et du gain de temps. Donc ça, c'est un grand sujet d'entreprise et intégré dans les objectifs de l'entreprise. Donc je pars sur des bases un peu solides sur l'intérêt que porte l'organisation à ça. Après, quand même, avec ces sujets, de se dire, mais que va apporter le learning, quoi? Parce que le learning, est-ce que ça peut apporter juste de la prise de conscience et de la connaissance? Donc, comment je vais utiliser cet outil pour aller plus loin et changer les pratiques? Donc, j'étais en train de réfléchir en me disant, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place avec les managers? Est-ce qu'il faut écouter le podcast en individuel, mais aussi en groupe,
pour débriefer et se dire, tiens, et donc faire adhérer. Et est-ce que derrière, je me dis, le manager en individuel ou en collectif va se dire, voilà, maintenant qu'on a adhéré à ça, on a identifié peut-être des sujets qui nous intéressent, comment nous, on l'intègre dans l'équipe ou dans notre rituel. Donc là, j'essaie de faire agir. Donc on est vraiment dans un côté très change. Et moi, ça me passionne d'aller sur ces sujets-là. Et t'écoutais déjà des podcasts à titre perso ou c'était une des Alors, un petit peu, mais là, ça a été l'occasion de fouiller. De te jeter. Ouais, de fouiller un peu, parce que souvent, je découvre les choses via un projet. Souvent, je rentre par un projet ou un sujet du moment qui m'intéresse. Et c'est là que j'ai découvert, donc en podcast learning, où j'ai découvert... je peux le dire ou pas? Oui, je peux. Allez. Un podcast, donc c'est Louis Vareille qui a monté tout un podcast autour des réunions et comme il dit, qui est devenu l'expert du sujet. L'expert, qui est un réuniologue. Alors je savais même pas que ça existait et qui va soigner la réunionnite. Et je trouve ça génial. Alors oui, parfois, il enfonce des portes ouvertes, etc. Mais je crois que c'est comme tous ces sujets-là. Ouais, ça fait du bien. Parfois, on a besoin aussi. Et de l'autre, il y a des petits tips à prendre à droite, à gauche. Je me dis, ah ouais, c'est intéressant, c'est rafraîchissant. Et la réunion est quand même un mal français terrible. Hein. Ah ouais, nous, on a vraiment ce sujet-là de réunionnite, de temps passé en réunion, les réunions les unes derrière les autres. C'est un peu l'enfer. C'est vraiment. Est-ce que vous avez des grands dogmes? Tu vois, je sais qu'il y a Elon Musk qui a par exemple il a fait passer un mémo à toutes ses équipes en disant si vous vous retrouvez dans une réunion et que vous n'avez rien à faire, vous avez le droit de vous lever et de sortir. Vous avez des grandes règles comme ça un peu pour tout casser ou... Oui et non. C'est-à-dire que nous aussi, on se le dit, on autorise les collaborateurs à se dire n'hésitez pas à challenger votre présence s'il y a trop de personnes. Mais notre culture collaborative a cet effet inverse qu'on a envie d'être de tous les projets, on a envie d'être de toutes les décisions, on a envie d'être là un peu partout. Donc on touche aussi, c'est-à-dire que le dogme comme ça n'est pas suffisant et on touche aussi des pratiques bien ancrées et le fait que si on n'y est pas, c'est qu'on compte pas. Donc on touche aussi cette culture. Donc il faut qu'on arrive à casser ça. On se dit il faut qu'on capitalise aussi sur les forces vives qui arrivent de l'extérieur, qui peut-être ont vécu d'autres choses. Il faut qu'on arrive à autoriser. Et puis, je pense que les managers ont un rôle aussi à jouer, d'aider les collaborateurs à se rendre compte. À trancher pour eux, peut-être. Ou à les faire aussi, un peu ce côté manager-coach, de faire réaliser à leurs collaborateurs que y a peut-être de la valeur à mettre ailleurs, que s'il y a quelque chose à faire passer, il y a d'autres façons de faire. On peut influencer aussi différemment. S'il y a un point que l'on veut faire passer, on peut le faire passer en amont par mail ou aller attraper son collègue rapidement sur un sujet. Mais on sent qu'on change vraiment, vraiment des rituels très forts chez nous. Complètement. Et puis la réunion, ça reste quand même, tu le disais, aussi quelque chose d'un peu statutaire où finalement, t'es invité à la réunion, t'es aussi flatté. Exactement. C'est comme si t'es pas en copie de tel mail ou tel mail. C'est ça. Et que les personnes qui invitent aux réunions se disent, bon, allez, au cas où, je ne sais pas si la personne peut contribuer, mais au cas où, je vais la mettre. Donc, on devient avoir des réunions avec tellement de personnes. Alors, j'ai une start-up, je n'ai pas cité son nom au micro, qui m'a confié récemment qu'ils avaient pris toutes les réunions systématiques, donc type les comités hebdo, comités mensuels, et ils avaient tout supprimé d'un coup. Et ils se sont donné 1 mois pour voir lesquelles de ces rencontres étaient vraiment nécessaires, tu vois. Et ils ont réduit à peu près de moitié leur nombre de rendez-vous un peu obligés. Parce que parfois, on se revoit, parce que c'est un automatisme. Tu programmes des comités et est-ce que tu as vraiment besoin de tout le monde? Alors ça, nous, on l'a tenté aussi. Nous, on a supprimé toutes les communautés. Mais ça s'est un peu transformé en squad projet. Donc, je sais pas... Ça se ressemble. Je pense qu'on cherche tous la lumière. Ça repousse ailleurs. On a fait aussi cet exercice, mais on est au milieu du guet par rapport à cette start-up. On a fait l'exercice où on a recueilli toutes les réunions qui se répètent et qui sont d'une demi-journée à plus. Et on en arrivait à faire un bilan. Après, on a donné le bilan à chacun pour qu'il prenne ses responsabilités ou sa prise de conscience. Mais on n'en est pas arrivé à un choix aussi drastique. C'est radical. Après, c'est pas la même échelle que j'enseigne. Alors, du coup, Delphine, j'en viens à la partie un peu plus perso de ce podcast. Et on sent que tu bouillonnes, que tu t'inspires de plein de choses. Mais je voudrais commencer un peu par ta morning routine. Le matin, tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Café, thé, chocolat chaud, tu réteins ton réveil et tu débat plus tard. Tu vas être un peu déçu. Je suis pas trop du matin, moi, je suis plutôt du soir. Je ne juge pas.
Mais je suis obligée d'être du matin parce que j'ai quand même une vie familiale qui fait qu'il y a des obligations. Ouais. J'avouerais que le réveil, j'appuie plusieurs fois sur la sonnerie. C'est la team, je repousse mon réveil. Je repousse mon réveil et puis je fais comme mon fils, j'éloigne mon réveil de mon lit pour m'obliger à me lever. Ça, c'est une très bonne technique, voilà, on ne dit pas assez. C'est ça. Et après, non, ni thé, ni café, tout ça, parce que j'aime pas ça. Je suis un peu particulière. Et là, je suis un peu dans un mood plutôt le jeûne du matin, où le matin, je vais pas forcément, pas forcément manger. Mais je sais pas, c'est des cycles. Donc, donc là, on est un peu là-dessus. Donc voilà, mon matin, puis il y a les enfants à s'occuper. Ouais, c'est déjà assez sportif. C'est ça. Et comment tu fais ensuite pour garder un équilibre de vie plus largement ? Parce que pareil, tu as un boulot qui est très prenant. Ouais. Est-ce que tu as des recettes où est-ce que tu arrives à cutter ? Est-ce que tu as des soupapes de décompression qui te permettent de relâcher le stress ? Attention, l'industrie pharma, c'est quand même une industrie qui est mouvementée. Comment tu fais pour... Alors, c'est un bon sujet parce que je suis pas forcément très bonne. Moi, le vie équilibre, vie pro, c'est difficile un peu pour moi, dans le sens où j'ai du mal à me dire il y a une vie pro, il y a une vie perso. Les frontières sont poreuses. Voilà, les frontières sont hyper poreuses et je me dis j'ai pas une vie de femme, de mère, boulot. Donc j'ai tendance à faire qu'une seule vie et donc à insérer du boulot et de la vie perso un peu partout. Mais avec le danger, et je le vois bien dans des moments un peu de tension où je me dis oh là là, il y en a un des deux et c'est souvent le boulot qui prend plus de pas sur le reste. Et là je me dis oh là là Delphine, faut peut-être faire quelque chose. Et de l'autre, j'aime pas du tout la discipline. Je suis pas du tout quelqu'un dans le rituel. J'arrive pas à me discipliner. Et de l'autre, je me dis, qu'est-ce qui m'énergise ou qu'est-ce qui me repose ? Et donc là, des fois, comme je connais bien mon corps voilà, je me connais bien. Des fois, j'ai des petits signaux qui me disent là, il faut peut-être faire quelque chose. Donc je me pose, je réfléchis. Tu arrives à détecter ces moments ? Ouais, j'arrive à détecter. Ouais, j'ai des signaux. Ça peut être. C'est super important parce que parfois ça peut être oublier son digicode en bas de chez soi et me dire oh là là, j'ai un peu une surcharge mentale. Un classique. Ça peut être des petits signaux un peu comme ça. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je me suis donné donc déjà 2 choses dans la semaine, de me dire, voilà, j'ai 1 heure de disponible pour ma fille le mercredi matin, de 9h à 10h. Tu sanctuarises. Je sanctuarise, j'ai pas de réunion. Pour ma fille, pour ses devoirs, voilà. Mais bon, c'est un temps avec elle. Je me donne aussi en fin de journée 1 heure de sport où là, je le ritualise et j'ai pas le choix. Et puis, j'essaye aussi de me dire d'aller chercher qu'est-ce qui me ressource ou qu'est-ce que je fais. Des fois, ça peut être tourner, marcher. Ça peut être marcher, tourner, ce que je pensais, je fais un tour de pâté de maison pour m'aérer. Donc, le midi, je peux aller marcher, m'aérer et ça me fait un bien fou. Donc, j'ai vraiment ce côté où ça me dérange pas parce que j'arrive vraiment à fermer la porte du travail ou du boulot dans une même journée. Et de l'autre, je pense qu'il faut quand même qu'on soit vigilant parce que... Aux petits signaux, comme tu dis. Aux petits signaux. Et à un moment donné, je me dis, attends, stop Delphine, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça fonctionne en fait. Ouais, tu arrives à te réguler. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Est-ce que tu as des références à nous partager ? Ça peut être expo, film, ou même je sais que tu lis beaucoup. Il y a des... Alors, toujours après une histoire de temps. Après, moi, ce que j'adore, c'est voyager. Donc, j'aime beaucoup voyager. Et rien que de préparer mes voyages, et c'est longtemps à l'avance, ça me fait déjà voyager. C'est vrai. Et après, si j'avais à partager une expo... c'est la prochaine, mais qui ressemble à l'ancienne, qui est là en famille. On va aller voir Ramsès II, donc cette expo. Qui est génial. Voilà, à la fois expo, à la fois visite guidée. C'est à la Villette. Je crois que c'est à la Villette. Ouais. Et puis avec la réalité aussi augmentée, donc là on voyage vraiment. Et moi j'avais fait la précédente avec le Machu Picchu, et c'était vraiment génial, des paysans. Donc ça me fait un peu voyager un peu avant l'heure. Ouais. Donc j'aime bien aussi aller de temps en temps des expos, mais des expos, du théâtre, mélanger un peu. J'ai la chance d'habiter à Paris, donc j'en profite aussi un peu. Une vie culturelle trépidante. Est-ce que tu as un motto, une devise qui t'anime un peu au quotidien ? Ça peut être très simple, une philosophie où tu dis voilà ce que tu t'appliques à toi-même. Je te dis la mienne. Moi, c'est vraiment créer au quotidien et s'éclater, tout simplement. Est-ce que toi, tu as un état d'esprit où tu te dis... Moi, ce qui est hyper important, c'est prendre du plaisir. C'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait et puis de le faire en collectif aussi. Vraiment, ce sujet aussi du collectif. Parce que moi, c'est très important aussi ce côté un peu relationnel. C'est pas pour rien aussi que je suis passée au learning, parce que j'aime l'humain. Donc peut-être que c'est aussi du collectif. Et puis moi, je suis quelqu'un aussi une femme d'action.
Donc moi, c'est agir et prendre du plaisir. Agir. Écoute, on va rester sur ce super mot de la fin qui me plaît. C'est très start-up, c'est dans le concret, ça, c'est du vrai. Ouais, je suis très concrète. Ça me plaît beaucoup. Écoute, merci beaucoup Delphine pour ton super témoignage. Tu es une vraie femme d'action, une femme de collectif, une femme de créativité. Et c'est tout à fait les profils qu'on adore recevoir ici. Donc encore merci pour ton temps et à très bientôt, amis de la RH.